commence dans un silence lourd, celui d'un pays qui retient son souffle, puis soudain la rue s'agite, pancarte brandie, slogan scandé, un grondement monte comme une marée qui refuse de s'arrêter. La France n'est pas seulement traversée par une vague de mécontentement, elle est au bord d'un séisme politique. Dans les couloirs du pouvoir, François Bayrou et son gouvernement tentent désespérément de maintenir l'équilibre, mais chaque discours, chaque décision semble alimenter la colère au lieu de l'apaiser. Le malaise ne se limite pas à l'Assemblée, dans les cafés, sur les quais de gare, dans les files d'attente des supermarchés, un sentiment commun s'installe, celui d'avoir été trahi. Les citoyens constatent que leur quotidien s'alourdit, le coût de la vie grimpe, les factures s'empilent, les salaires stagnent et les sacrifices exigés apparaissent sans fin. La défiance envers les institutions n'est plus une émotion marginale, elle est devenue un réflexe collectif. Dans ce climat, les partis d'opposition n'ont pas eu besoin de forcer, il leur a suffi de canaliser une énergie déjà bouillonnante. La gauche, plus offensive que jamais, s'est saisie de l'occasion pour unifier syndicats, mouvements populaires et militants. Mais derrière cette façade organisée se cache une vérité plus brute. La France est au bord d'une rupture intérieure. Les politiques d'austérité n'ont pas seulement fragilisé le tissu social, elles ont fissuré le pacte implicite entre l'État et son peuple. Chaque manifestation, chaque appel à la grève devient une épreuve de force où se joue bien plus que des revendications immédiates. C'est la légitimité du gouvernement qui vacille. Et dans ce tumulte, une certitude s'impose peu à peu comme une évidence que personne n'ose dire tout haut. Le système lui-même est en train de craquer. Mais si la rue française s'embrase, ce n'est pas seulement à cause du poids des factures et des réformes impopulaires. Une autre dimension, plus lointaine et pourtant terriblement présente, nourrit cette crise, l'Algérie. Ce pays, longtemps enfermé dans la casse-commode de dossiers extérieurs, s'impose désormais comme un miroir qui renvoie à la France ses propres contradictions, car ce n'est pas un simple désaccord diplomatique. L'Algérie a osé résister, refuser les pressions et bâtir de nouveaux partenariats avec des puissances qui se partagent aujourd'hui l'avenir du monde. Chine, Russie, États-Unis, pays du Golfe. En faisant cela, Alger a déplacé l'équilibre. Là où Paris pensait exercer une influence historique incontestable, elle découvre son impuissance. Et ce choc, en vérité, dépasse la sphère politique, il atteint l'imaginaire national. La France a longtemps construit son identité à travers son rôle en Afrique, persuadée d'incarner un centre de gravité, une puissance respectée, mais voir l'Algérie imposer ses conditions, fermer des portes aux entreprises françaises, inspirer d'autres nations africaines à réclamer le même respect, c'est assister à une inversion brutale de l'ordre établi. L'image de puissance se fissure et avec elle l'assurance d'un destin politique particulier. Les observateurs le répètent, cette perte d'influence extérieure agit comme un catalyseur intérieur. Elle nourrit l'impression que la France n'est plus maîtresse de son avenir, ni à l'international, ni chez elle. Le malaise des citoyens se double alors d'une angoisse plus vaste, celle de vivre dans un pays qui glisse, doucement mais sûrement, vers une perte d'autorité. Ainsi, l'Algérie n'est plus seulement un pays voisin avec lequel la France entretient des relations complexes, elle devient un symbole, celui de l'autonomie retrouvée des peuples et du pouvoir déclinant d'une Europe qui croyait encore dicter les règles du jeu. Écoute le bruit qui monte, les pas qui résonnent, les sifflets qui éclatent, les slogans qui traversent les avenues comme des coups de tonnerre. Ce n'est plus une foule dispersée, c'est un corps vivant, un souffle collectif. Les syndicats savent l'art de transformer l'indignation en mouvement.
la colère en puissance. Et le 10 septembre, ce corps gigantesque s'apprête à respirer à plein poumon, à remplir chaque place, chaque carrefour, chaque rue. Ce ne sont pas seulement des banderoles, ce sont des mémoires en marche. Derrière chaque ouvrier, chaque cheminot, chaque employé en grève, il y a une histoire de lutte, un héritage de victoire et de défaite gravé dans les chairs de la République. La Fédération des chemins de fer, la Confédération générale du travail, ces noms résonnent comme des tambours de guerre sociale. Quand ils avancent ensemble, c'est tout le pays qui s'arrête. Regarde, le salarié fatigué qui, hier encore, supportait en silence la hausse des prix, se tient aujourd'hui aux côtés de l'étudiant en colère, de la mère de famille épuisée, du retraité qui voit fondre sa pension. Ce brassage n'a rien d'improvisé, il est le fruit d'une même douleur, d'un même sentiment d'injustice. Ce sont des millions de voix qui refusent le destin qu'on leur impose. Et ce jour-là, chaque train à l'arrêt, chaque usine fermée, chaque école vide devient une déclaration politique. La rue n'attend plus les promesses, elle impose son tempo. Et dans cette symphonie de cris et de drapeaux, une vérité se dessine. L'histoire en France s'écrit rarement dans le silence des bureaux ministériels, mais dans la fureur des pavés. Sur l'échiquier politique, deux camps se dressent, irréconciliables. La gauche, d'une voix vibrante, propose de tendre la main à l'Algérie, de reconstruire une relation basée sur le respect, le dialogue, la reconnaissance mutuelle. Jean-Luc Mélenchon martèle ces mots comme des coups de marteau. Il ne s'agit pas de céder, mais de bâtir une alliance nouvelle, débarrassée des fantômes du passé colonial. À ses côtés, d'autres figures reprennent ce refrain, tourner le dos à la confrontation, ouvrir une ère de coopération. Mais en face, la droite gronde. Pour elle, ce discours est un poison, une abdication maquillée en vertu. Reculer face à Alger, c'est, disent-ils, abandonner ce qui reste de la stature française, accepter une humiliation nationale. Les voix conservatrices décrivent ce projet comme une reddition. Et dans ce rejet se cristallise une vision, celle d'une France qui doit rester debout coûte que coûte, quitte à durcir son bras, quitte à s'isoler davantage. Ce duel dépasse les chiffres, les arguments économiques ou diplomatiques. C'est un combat de récits, une lutte pour définir l'âme même du pays. La gauche brandit l'image d'une France réinventée, capable de se relever par la coopération. La droite défend une France assiégée, fière, refusant la moindre concession. Entre ces deux visions, il n'existe pas de compromis. C'est une fracture idéologique qui se transforme en fracture nationale. Dans les débats, dans les familles, dans les rues, chacun choisit son camp. Et derrière cette querelle de mots se dessine une bataille bien plus profonde, celle de savoir quelle France survivra à cette crise et laquelle disparaîtra dans le tumulte. Il est là, au centre de la scène, sous les projecteurs impitoyables, Emmanuel Macron. Chaque geste est scruté, chaque mot disséqué, chaque silence interprété. Ses opposants l'ont transformé en symbole, non plus seulement d'un gouvernement en difficulté, mais d'un système à bout de souffle. Ses partisans eux-mêmes semblent hésiter, incapables de défendre avec conviction un président qui paraît enfermé dans sa propre verticalité. Dans les couloirs de l'Assemblée, son nom circule comme une rumeur obsédante. On ne parle plus seulement de la politique de Bayrou, mais de l'ombre tutélaire qui la surplombe. Macron n'est plus simplement président, il devient une cible, une figure à abattre pour provoquer le basculement. L'idée d'élections anticipées, jadis improbable, se glisse désormais dans les conversations des députés, dans les tribunes de presse, dans les murmures des couloirs syndicaux. Sa deuxième mandature, qui devait incarner la continuité et l'expérience, apparaît comme une succession d'occasions manquées. Loin d'unir, elle divise. Loin de rassurer, elle inquiète.
À mesure que la rue gronde, que les alliances se renversent à l'international, Macron semble réduit à une posture défensive, comme un roi encerclé par ses propres pions, et autour de lui, le cercle se resserre. Chaque discours présidentiel se transforme en épreuve de crédibilité. Chaque déplacement officiel est un pari risqué entre huée et hostilité. La figure qui, hier encore, incarnait une jeunesse conquérante et une ambition réformatrice se métamorphose en spectre, un rappel vivant des fractures qui lacèrent la société française. Et dans ce théâtre où la colère ne faiblit pas, beaucoup se demandent combien de temps encore il pourra tenir le rôle. Il y a des moments dans l'histoire où le temps s'accélère, où chaque semaine semble contenir l'équivalent de plusieurs années. La France vit peut-être l'un de ces instants où tout vacille, où les repères s'effritent, où le sol même semble se dérober sous les pas. Les tensions sociales et la perte d'influence internationale ne sont pas des événements séparés, elles s'entrelacent comme deux rivières qui finissent par former un même torrent. Dans les rues, ce sont des vies concrètes qui se soulèvent, le retraité qui peine à chauffer son appartement, l'étudiant qui multiplie les petits boulots pour payer son loyer, l'ouvrier qui voit disparaître son usine. Mais derrière ces visages, il y a quelque chose de plus vaste, un peuple qui sent confusément que son pays bascule dans une ère nouvelle. À l'extérieur, l'Algérie et d'autres nations africaines redessinent la carte des rapports de force. La France, autrefois sûre d'elle, découvre qu'elle n'a plus les mêmes leviers, qu'elle n'est plus ce centre autour duquel gravitent les autres. Cette perte d'assurance extérieure vient nourrir une angoisse intérieure. Si la France perd sa place dans le monde, que lui reste-t-il ? Peut-être que l'avenir ne se joue pas seulement dans les décisions gouvernementales, mais dans cette énergie collective qui gronde, dans ces foules qui refusent la résignation, dans ces fractures qui, au lieu d'affaiblir, pourraient annoncer une renaissance. Il n'y a pas de certitude, seulement une impression lancinante. Nous sommes à l'orée d'un tournant et nul ne peut prédire la forme qu'il prendra.